Le 27 octobre 2005, un jour d'automne comme aujourd'hui, 3 jeunes fuient un contrôle de police. Ils trouvent refuge dans un transformateur électrique. Ziad Benna et Bouna Traoré n'en sortiront pas vivants. Le drame allait embraser les quartiers populaires de 25 départements et braquer tous les projecteurs sur le mal-être d'une ville, Clichy-sous-Bois, où nous sommes. C'est cet anniversaire essentiel dans l'histoire récente de la France qui nous amène sur ce plateau aujourd'hui. Logement, emploi, culture, transport. 20 ans plus tard, les combats portés au lendemain de ce drame ont-ils été entendus? Clichy-sous-Bois et ses 30 000 habitants sont-ils sortis de l'urgence? Bienvenue dans Au Micro. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Et pour répondre à cette question, nous avons posé nos caméras au conservatoire Gilbert Klein, un lieu flambant neuf dédié à la culture pour les Clichois. Et c'est peut-être déjà un élément de réponse. Khadija Barkani, vous arrivez à Clichy-sous-Bois, adolescente. Vous vivez alors au Chêne Pointu, un des grands ensembles les plus délabrés de la ville. C'est juste à côté d'ici et qui est aujourd'hui en rénovation. Vous êtes architecte pour l'agence Encore Heureux. Et c'est vous qui menez les consultations citoyennes du grand chantier des ateliers Médicis, un autre ambitieux bâtiment dédié à la culture, pas très loin d'ici non plus. Mehdi Bigaderne, vous êtes 2e adjoint à la mairie de la ville depuis 2008. En 2005, vous étiez éducateur socioculturel et étudiant. Vous faites partie des membres fondateurs du collectif Assez le Feu, né au lendemain de la révolte, et dont vous poursuivez les actions aujourd'hui. Aminata Koulibaly, vous êtes habitante de Clichy-sous-Bois depuis toujours. Passionnée par la politique, vous vous engagez sur le terrain un temps auprès des jeunes avec Macron du 93. Aujourd'hui, vous êtes consultante en affaires publiques. Et Hélène Asfeld, vous êtes politologue. Vous avez travaillé à Clichy-sous-Bois comme chercheuse sur le thème de la rénovation urbaine, de la jeunesse et de l'engagement, et plus précisément sur le collectif Assez le Feu, avec qui vous avez mené un travail sur les luttes sociales, et vous avez participé à la rédaction de ce livre, Jeunes de quartier, le pouvoir des mots, vous nous en direz un petit peu plus. Et pour commencer, une petite question déjà pour poser le débat. Quelle place, selon vous, occupent aujourd'hui les événements de 2005? Est-ce qu'ils appartiennent à l'histoire ou est-ce que pour vous, ils font encore partie de la réalité et de l'actualité? Khadija? Alors, pour moi, je dirais que ça ne fait pas partie totalement de l'histoire. C'est toujours d'actualité parce que on peut encore voir le territoire dans lequel il existait il y a quelques années, il y a 20 ans, notamment le quartier du Chêne Pointu, qui est toujours pratiquement dans les mêmes conditions où certaines populations y vivent encore. Par contre, le côté positif, c'est que ça change. Il y a des démolitions, il y a un plan qui a été mis en place, mais pour les familles qui y vivent, malheureusement, le ressenti est toujours le même. Donc voilà, on est toujours dans une situation Clichy évolue, mais avec aussi une partie qui est blessée et qui est toujours présente. C'est encore très vif pour vous, Mehdi Bigaderne, justement, si on doit revenir là-dessus. Est-ce que pour vous, ça appartient à l'histoire ou est-ce que vous essayez de l'ancrer justement dans le quotidien? Absolument, c'est ce que j'allais dire, c'est incontestablement ancré dans l'histoire plutôt, l'amour de Ziad et Bouna. Donc après, en revanche, ce sont des événements qui sont peut-être pour la nouvelle génération inconnus, méconnus, et donc on trouve que c'est important avec le collectif Assez le Feu notamment de continuer à travailler cette mémoire. Pas sur le plan de la victimisation, bien évidemment, mais pour avancer, faut être aussi, il est important aussi de connaître son histoire et de connaître l'histoire de ces événements-là qui sont toujours effectivement, en tout cas les conséquences sont toujours d'actualité aujourd'hui. On y reviendra. Oui, on va y revenir. Aminata? Alors moi je dirais un peu les deux, c'est-à-dire que tout à fait comme le dit Mehdi, il s'agit c'est une question de génération. Pour les générations qui étaient à peu près adultes ou même qui étaient au collège comme moi, c'est quelque chose qui reste dans l'histoire de Clichy-sous-Bois. C'est quelque chose qu'on a vécu, on s'en rappelle, on se souvient tous de ce qu'on faisait au moment où on a appris le décès de Ziad et de Bouna. Et en même temps, on voit la ville
changer, évoluer, changer de visage. Alors on a cassé des bâtiments, on a cassé des quartiers pour en reconstruire d'autres, des meilleurs, avec toutes les ambitions nouvelles qu'on a portées au projet de rénovation urbaine. Mais pour la génération qui est plus jeune, pour la Gen Z, comme on dit, effectivement, je pense que c'est quelque chose qui relève d'un autre temps peut-être. Et c'est cette génération-là qui recueille aujourd'hui les fruits des efforts des personnes qui se sont engagées, à savoir le maire actuel, le maire précédent, Claude Dillain, ainsi que tous les élus, tous les acteurs associatifs, les mamans, les papas, qui se sont engagés pour faire porter justement leurs revendications aux décideurs publics. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a une ville qui a globalement changé. Il y a encore quelques quartiers qui ont des très gros problèmes, mais on est dans cet équilibre-là de regarder vers l'avenir, mais dans le même temps de préserver une mémoire. Il y a un devoir de mémoire nationale, ça on en discute beaucoup, mais il y a un devoir de mémoire locale aussi. Qui pourrait être national aussi, puisque ça a marqué tout le pays. Effectivement. Pourquoi pas? On peut aussi l'imaginer. Hélène Asfeld, quelle réflexion vous avez là-dessus justement sur à quel point cet événement fait partie de l'histoire, vous en tant que chercheuse? Oui, je dirais, vous avez dit histoire ou actualité. Moi, je dirais qu'il y a une grande actualité aujourd'hui à faire l'histoire de ce qui s'est passé en 2005. Parce que Assez le feu, justement, qui s'est créé à ce moment-là, a pris le contre-pied d'idées préconçues qui existaient à l'époque. C'est-à-dire, Assez le feu, en se créant même, dit « Non, ce ne sont pas des émeutes ». Comme disent les politiques, comme disent la plupart des médias. Non, ce sont des révoltes sociales. Révolte, c'est-à-dire qu'il y a un message qui est transmis, il y a une parole qu'il faut entendre. Et c'est social, c'est-à-dire que ça ne concerne pas que les quartiers, les dites banlieues, mais l'ensemble de la société qui a une crise là derrière qu'il va falloir mettre au jour. Donc, c'est cette histoire-là qui n'est pas pour l'instant écrite, parce que Assez le feu a fait une véritable bifurcation par rapport à ces idées préconçues en disant, nous, on ne veut pas être relégué simplement à une histoire de banlieue, on ne veut pas être simplement assimilé à un mouvement d'immigrés, nous sommes des citoyens, et c'est autour de cette citoyenneté que nous voulons développer notre action au niveau de la France en lançant cette grande action des cahiers de recueil, de cahiers de doléances dans l'ensemble de la France. Donc voilà, je crois qu'il y a une histoire à écrire là à laquelle j'essaye de participer. Sur le vocabulaire, justement, c'est intéressant. Révolte, émeute. Est-ce que c'est un combat qui est gagné ou encore aujourd'hui, vous voyez beaucoup le mot émeute revenir? Non, tout à fait. C'est un combat perpétuel, malheureusement, 20 ans après. Et effectivement, Hélène a raison d'appuyer sur ce point-là. C'est ce qui fait un peu aussi notre ADN à Assez le feu. Et j'imagine aussi tous les acteurs des quartiers populaires avec lesquels on travaille. Mais au-delà, effectivement, on nous a assigné directement à ce mot d'émeute. Et nous, on le réfute complètement. Et c'est ce qu'on aussi, dans le travail que je mène avec les jeunes, j'essaye aussi, parce que eux-mêmes, du coup, le reprennent. Mais aussi, et encore, c'est récent, parce qu'on a fait un atelier la semaine dernière sur cette sémantique-là. Il est ça vrai fait mal, que, ça un petit peu quand même, et surtout, comme on voit le traitement, en fait, d'iniquité, je crois qu'il y a quelques années, des révoltés bretons ont carrément brûlé un parlement, en tout cas une institution, et on les a pas interpellés, on les a pas identifiés comme des émeutiers, mais bien comme des révoltés. La différence entre un émeutier et un révolté, en tout cas, c'est ce que moi j'ai pu ressentir en étant plus jeune, et puis que je ressens encore, c'est que pour un émeutier, il est qualifié comme de par son acte, que son acte violent, il n'a aucun message derrière. Et je crois que effectivement une certaine classe médiatique aussi a alimenté cela, et aujourd'hui on les a vus à travers les événements après la mort de Naël également, bien évidemment les actes sont condamnables, mais une fois qu'on a dit ça, derrière il faut aussi parler de ce qui a provoqué ces actes-là, la situation, et c'est vrai que 20 ans après, malheureusement, cette situation reste
reste encore la même, voire c'est empiré sur bien des sujets. Et on a voulu transformer cette violence-là en engagement citoyen et en faisant un petit peu l'analyse de ce qu'a été ces événements. Aminata, vous dites que vous étiez donc toute jeune adolescente, en fait de la même génération que Ziad Ebouna. Qu'est-ce que vous apprenez sur votre ville au moment où il y a ce drame ? Alors, j'apprends que cette ville est effectivement aux antipodes de la promesse républicaine d'égalité. Je comprends qu'effectivement, nous vivons dans un territoire où les services publics ne sont pas forcément... où l'État n'est pas présent, alors que là où il y a des besoins, normalement, l'État devrait être plus fort, l'État devrait être plus présent, notamment dans les domaines régaliens, premièrement, à savoir l'éducation, la justice, la sécurité, etc. Donc là, c'est là où je comprends la dimension des choses. Parce que quand on est adolescent, je pense qu'on a autre chose à penser qu'à la situation socio-économique et politique de sa ville. Mais c'est vraiment là, avec le traitement médiatique aussi qui est fait, que je comprends aussi qu'il y a pas un quiproquo, mais un problème de compréhension de la part de personnes qui peut-être voient les choses de Paris. Quand on a l'habitude de bons rapports police jeunes, quand on a l'habitude d'avoir des commerces de bouche partout, quand on a l'habitude d'avoir des transports, de ne pas être enclavé, quand on a l'habitude de vivre au cœur même des bassins d'emploi, j'imagine que la pensée se construit aussi aux antipodes de la pensée qui peut se construire quand on a grandi et qu'on a tout simplement vécu toute sa vie en banlieue. Et c'est là que je comprends qu'il y a un sujet. Et c'est pas qu'une affaire de sémantique. Quand on parle d'émeutes ou de révoltes, etc., c'est pas qu'une affaire de sémantique, c'est une affaire de fond. C'est-à-dire que 40% de la population clichéoise vit sous le seuil de pauvreté. Il y a des quartiers où on monte jusqu'à 47%. Quand on regarde les chiffres du chômage, tout simplement, en France aujourd'hui, on est à 7%. À Clichy-sous-Bois, on est un peu plus de 20%. Quand on regarde la population qui a moins de 20 ans, c'est 30%, 40% parfois, ça dépend des périodes. Moi, en tout cas, qui avait quand même une petite appétence pour la politique, ça m'a permis de me dire, mais en fait, essaye de creuser un petit peu le fond des choses, quoi. Donc c'est un rôle dans votre parcours. Je vais revenir avec vous, Khadija aussi, parce qu'on va faire un petit tour de table. Vous êtes architecte aujourd'hui. Dans quelle mesure ce drame-là a fait sens pour vous à un moment donné, ou vous emmène dans une direction ? D'abord, j'ai très vite compris qu'on était, en regardant les infos, qu'on était vraiment dans une ville où on était un peu abandonné. Et ça, je n'avais pas la vision auparavant. C'était votre normalité, en fait. C'était, voilà, exactement. Vu qu'on était dans une ville quand même qui était très enclavée, on ne sortait pas tant que ça. On n'avait pas, même à 15 ans, je ne pouvais pas moi y aller jusqu'à Paris parce que ça faisait très loin. Donc pour moi, très loin dans quelle mesure ? Très loin en termes de transport ? En termes de transfert, parce qu'on était vraiment enclavé, donc il fallait prendre un bus, etc. Et puis c'était un peu loin, on n'avait rien à côté, et puis on n'avait pas des moyens de facilité pour y accéder. Donc avec cet abandon, honnêtement, j'ai voulu moi-même abandonner à un moment donné en me disant à cet âge-là, moi je ne veux plus vivre sur le territoire de Clichy-sous-Bois parce que en fait c'est pas possible en fait de vivre dans des conditions. Donc j'ai pris cette conscience aussi qu'il y avait quelque chose qui allait pas par rapport à l'extérieur. Je parle d'extérieur même si c'est la France. Mais voilà, donc à un moment donné, donc avec tout ce qui s'est passé, il y a eu une rénovation aussi urbaine qui se fait dans le quartier. Je grandis avec, et à un moment donné, en voyant ma ville transformée, c'est de là où j'ai pris une trajectoire de me dire que l'architecture, en fait, la manière dont on construit pour les habitants, elle ne devrait pas être standardisée par des thématiques ou par juste un agencement simple, etc., qu'il fallait aller au-delà. Parce qu'on est tous différents, on a des besoins et que c'était important de construire pour une population qui va se sentir bien. Donc ce mal-être qu'on se tremballait à l'époque, de se dire mais au moins si demain on doit construire dans un territoire, qu'on le fasse bien, que les gens se sentent au moins très bien chez eux et voilà la manière dont on construit aussi. Le mal-être, vous le liez à l'époque au logement ? Vous faites un lien direct ? Alors j'habitais au Chêne-Pointu. Il faut savoir qu'on est resté plus de 6 ans, j'ai habité au 6e étage, plus de 6 ans sans ascenseur. Ce qui est énorme. Mes parents souffraient.
on souffrait tous, on allait à l'école, et puis c'est devenu pareil, une normalité. Hein. Oui, il y a ce genre de prise en compte qui se traduit aussi par le mal-être dans l'habitation. Et au niveau, tout ce qui est infrastructure, au niveau aussi de ce qui peut être présent dans le territoire pour nous, la jeunesse. À l'époque, il y avait la SMJ, je crois. Mais je crois que c'était presque, pour les jeunes, en tout cas, c'était pratiquement tout. Donc, Combien d'associations aujourd'hui sur Clichy-sous-Bois ? 300, dont une centaine actifs au quotidien, qui substituent forcément beaucoup au service public, qui est encore manquant aujourd'hui, même si c'est considérablement arrangé quand même. Mmh. Par rapport à d'autres quartiers, oui, je vous le confirme, effectivement. Il y a eu du mouvement ici. En quelques mots, comment vous décrivez la ville de Clichy-sous-Bois aujourd'hui ? Alors, c'est une ville qui bouge, qui change. On a des nouveaux bâtiments, comme le conservatoire dans lequel on est aujourd'hui. On est en train de construire, il y a eu un premier bâtiment qui s'appelle les Ateliers Médicis, qui est un lieu de résidence artistique, qui a ouvert en 2018, donc qui a été lié malheureusement à l'événement de 2005. Donc il y a pas mal de choses qui est en train de se faire. On a un nouveau métro qui va arriver aussi. Beaucoup d'espoir. Le métro, c'est un espoir. Il y a eu le tramway. Ça Juste pour préciser, vous étiez à peu près à 1h40 du centre de Paris. Là, vous serez à 20 minutes de Paris, pas forcément centre. Voilà, à peu près, voilà, exactement. Donc, ce qui change complètement la donne. Moi, je sais que j'étais à l'école de Marne-la-Vallée. J'en avais pour 2 heures en transport. Et là, en 15 minutes, on pourrait y accéder directement. Donc, on a beaucoup d'espoir, effectivement, avec ces changements. Hélène Asfeld, votre regard d'urbanisme, quand même, parce que vous avez travaillé beaucoup sur l'urbanisme. Je ne sais pas si on peut dire que vous êtes urbaniste. Je ne suis pas urbaniste. Alors, en tout cas, de politologue intéressé par l'urbanisme. C'est assez exceptionnel, finalement, ce qui se passe aujourd'hui dans la ville. Oui, il y a effectivement pas mal de transformations que j'ai vues, beaucoup de chantiers. Les premières fois, je suis arrivée à Clichy-sous-Bois, c'est-à-dire en 2017. Mais en même temps, ma fréquentation avec des architectes ou urbanistes me fait dire que ce ne sont pas eux, et ils le savent, qui, au fond, empêchent les révoltes. Ce n'est pas le cadre bâti qui va permettre ou empêcher les révoltes. Bon, je crois que ça, c'est extrêmement important. Et quand moi, j'ai fait des entretiens avec des habitants, avec des gens qui sont des militants proches d'Assez-le-Feu, j'ai constaté qu'ils ne me parlent pas d'abord, justement, de leur habitat, de leur logement, de leur quartier. Non, ils me parlent de la façon dont il y avait, il y a encore, des solidarités, des liens entre les gens, et que justement la rénovation urbaine tend à casser, avec l'éloignement des populations dans d'autres logements qu'ils n'ont pas forcément choisis. Des jeunes qui avaient des copains au collège, au lycée, eh ben non, ils les ont plus parce que la famille a dû déménager plus loin. Ils ne se retrouvent plus entre jeunes aux mêmes endroits. Il y a des souvenirs qui disparaissent aussi. C'est toute la question de la destruction des lieux. Moi, j'ai beaucoup travaillé aussi avec des étudiants en école d'architecture sur cette question-là, montrer l'importance de la destruction. Mais ces travaux étaient parfaitement nécessaires. Je pense que ça faisait partie aussi des cahiers de doléances à l'époque. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ça ? Le plan de rénovation urbaine s'est enclenché, je crois, si mon souvenir est bon, en 2002. Je parle Jean-Louis Borloo, je crois, qui était ministre en 2004. Donc un an avant donc c'était quelque chose qui était enclenché. Après, effectivement, moi, mon constat, en tout cas aujourd'hui, en tant qu'élu, c'est que même si le cadre urbain avance pas mal, même s'il y a des effets pervers derrière, on pourra en reparler, parce que ces opérations de rénovation urbaine se font dans une chronologie assez vite. On peut se poser la question aussi de la qualité, et peut-être Khadija, tu pourras en dire un mot, mais en tout cas, les retours qu'on a, c'est qu'il y a à peine livré, qu'il y a déjà des problèmes qui sont des malfaçons, et donc
ça pose aussi la question, et nous, c'est beaucoup aussi dans les retours, dans les cahiers de doléances, mais aussi en discutant avec les habitants, et notamment la jeunesse. Tu parlais des taux exponentiels de chômage qu'il y a, notamment à travers la jeunesse clichoise, de ces clauses d'insertion qui n'ont pas toujours été respectées. Voilà, venir voir, et pas que les jeunes qui souhaitent travailler, mais aussi les auto-entrepreneurs qui sont sur le territoire et qui ne se sont pas vus malheureusement proposer des contrats, parce que là on sait très bien qu'il y a tout un tas de sous-traitants à travers ces gros marchés, et tout ça, bon là, je à tort ou à raison, je ne juge pas, mais c'est une réalité aussi, et aussi pour revenir vraiment sur l'aspect urbain, ce que ça contribuait à l'apaisement, c'est vrai qu'il y a le côté urbain, il y a le côté humain, et sur le côté urbain, c'est vrai que la ville, et c'est vrai que les choix qui ont quitté la ville et qui s'y reviennent seraient étonnés de voir comment la ville a changé, notamment sur une grosse partie, plutôt sur le Haut-Clichy, mais c'est vrai que sur l'aspect urbain, malheureusement, on est encore là. C'était des chantiers qui auraient dû avancer parallèlement. Les Clichychois ne sont pas plus riches qu'il y a 20 ans, bien heureusement, ils sont bien évidemment plus pauvres, et c'est vrai qu'il ne suffit pas juste d'amener de nouveaux habitats, même si c'est important, et d'avoir de la dignité, de remettre de la dignité dans ces habitats, il en fallait. Mais il y a, voilà, par exemple, si je reprends aussi la structuration, l'architecture de ces bâtiments-là, il y a plus d'espace de vie sociale. Avant d'arriver à son appartement, on a 3 à 4 sas. Donc ça aussi, ça coupe tout lien social dans l'immeuble ou dans la résidence. C'était pas une demande des habitants du tout, cette résidence. Juste pour qu'on comprenne, on est passé de grandes tours à des immeubles plus petits sur 3-4 étages, avec effectivement des sortes de digicodes, un petit sas en amont, 2 sas. Ça, c'était pas du tout une demande des habitants. En tout cas, on les a pas concertés sur ça. Et si je prends un exemple concret, par exemple sur l'architecture, il y a tout un bâtiment, une des premiers bâtiments qui a été livré, et l'aménagement, en tout cas l'arrivée des habitants a mis du temps, parce que un certain nombre d'entre eux ont refusé les habitations, notamment parce que les cuisines étaient ouvertes sur les habitations. Donc il y a aussi alors on est content d'avoir un logement, c'est pas ça, mais les habitants ont préféré avoir la cuisine fermée, et donc du coup des réaménagements ont dû être opérés pour que ces nouvelles familles puissent réintégrer ces logements-là. Et voilà, quel temps de perdu si on aurait pris en amont la parole des habitants et concertation. Donc c'est vrai que à ce niveau-là, voilà, ça c'est un exemple concret. Voilà, après il y en a d'autres, mais voilà, pour dire qu'aussi aujourd'hui s'entrechoque la situation humaine et la situation urbaine, et voilà, c'est vrai, même si on parle d'habitation à proprement dit, donc bâtiment, il y a toutes les infrastructures qu'il faut aussi pour créer cette nouvelle ville, et qui aujourd'hui reste manquante, voilà, et notamment autour de la jeunesse, parce que les points de rassemblement social sont encore très rares, même si voilà, avec la ville, on essaie quand même de faire des choses, et le tissu associatif. J'aimerais rebondir. Oui, sur les consultations, ça peut être intéressant d'avoir votre point de vue là-dessus, parce que vous avez vraiment travaillé sur la consultation. Etc. En fait, je vais citer un exemple qui, justement, en prenant son temps, a forcément coché pas mal de cases que tu disais là à l'instant. Midi. Donc, je vais parler des ateliers Médicis. Donc, tout à l'heure, j'avais parlé des premiers ateliers Médicis à Clichy-sous-Bois. On va parler maintenant du futur projet, enfin, du futur bâtiment des ateliers Médicis qui va bien. Qui est assez gigantesque, il faut le dire. Qui est assez gigantesque, 5000 m² d'usage. Ouais. Et en fait, qui est très ambitieux. Donc, c'est l'idée, la première idée, elle est là depuis, on va dire, 2007. Donc, 2016 jusqu'à 2025. Il y a eu énormément d'années, mais en tout cas, ces années-là, ils ont été aussi essentielles. En 2018, on livre le premier bâtiment parce qu'on voulait un bâtiment assez unique. On n'a pas forcément, on ne sait pas forcément ce qu'on va faire à l'intérieur, mais en tout cas, on s'inspire de la Villa Médicis, etc. à Rome. Mais l'idée, c'est déjà de construire un premier bâtiment pour montrer déjà aux habitants, ce qui va pouvoir se faire à l'intérieur, et surtout écouter les envies. C'est-à-dire que c'était un bâtiment qui était complètement polyvalent, et polyvalent d'usage aussi. Et ce qui fait qu'on a pas mal testé, en fait, les ateliers Médicis ont pas mal testé énormément de disciplines, mais en même temps, grâce à ce bâtiment-là, ils ont préparé le futur projet. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas venus dessiner le projet suite à quelques années. Donc, il y a eu des consultations, il y a eu des débats qui ont été faits en 2020. La première table ronde, donc en 2020, donc on a fait, il y avait des chercheurs, des ingénieurs, des architectes et surtout des habitants, qui était important en fait d'écouter leurs paroles et d'essayer d'imaginer un peu à quoi pouvait ressembler le futur projet. Et de là, en fait, on a eu donc à la fin de ce débat-là, il y a eu un cahier des rêves qui a été mis en place. Donc, on a récupéré un peu toutes les paroles
des gens qui souhaitaient, qui avaient participé à ce débat. Et qu'est-ce qui en ressortait alors ? À prendre de la hauteur, on veut un endroit où on peut se promener, on veut un endroit où on peut manger, où on peut vraiment où on peut venir... se rassembler. Voilà. Et je crois que tu avais participé. Se rassembler, c'est se rassembler, ouais. Il y avait comme dans pas mal toutes les villes, en fait. Voilà, donc c'était extrêmement important pour eux de découvrir des disciplines. Donc en fait, tout ça, mis bout à bout, donc on a eu la première consultation, il y a eu un cahier des charges qui a été donné aux programmistes. On a eu une deuxième consultation avec les habitants. En fait, tout ça ne s'est pas fait seul. On l'a fait vraiment pour eux et avec les habitants. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on a un bâtiment qui prend sens dans le territoire. C'est-à-dire que pour les gens, quand ils viennent maintenant, on a installé une permanence architecturale, donc on ne s'est pas arrêté là. C'est-à-dire qu'après le concours, donc l'agence a gagné un concours en mars 2022, je les ai rejoints en juillet 2022 pour une permanence architecturale. Donc c'était aussi se dire, on installe une architecte ou un architecte sur le territoire dans lequel on va venir construire, chose qui ne se font pas quand on construit malheureusement des bâtiments. Donc ça, c'était vraiment 2 ans avant le début de construction. Ce qui a permis de travailler encore sur le projet et de l'enrichir de manière plus humaine. Je dis ça parce que grâce à cette permanence, le fait que, voilà, moi je suis clichoise, donc je connaissais le territoire, j'ai pu repérer les marches, par exemple, du chêne pointu qu'on va pouvoir intégrer dans le projet. Et ça, c'est quelque chose qui, sans cette permanence-là, il y a les faïences aussi de la mosquée et du hammam qui sont très importants, qui allaient être démolies. Et ça, pour les gens, c'était vraiment... C'est une part d'histoire. C'est une part d'histoire qui allait partir. Ça fait plus de 30 ans. Tous les fidèles, voilà, ils viennent à cette occasion. Mais ça, c'est votre idée. C'est vous qui avez l'idée. En fait, sans vous, ça ne se serait pas passé. En fait, moi, je suis partie à la consultation, on va dire, un peu de tout le monde. Et puis on me dit, il y a des démolitions ici, il y a ça ici. Donc c'est en fait là où je suis partie voir ce qui se faisait réellement. Et oui, on a, grâce à cette permanence, oui, j'ai pris ces clichés-là, ça a été validé. Et là, c'est tout un travail maintenant pour pouvoir les récupérer, tout ça, maintenant c'est fait. Donc il y a eu tout un travail en amont. Donc voilà, la dernière fois, on a fait une journée portes ouvertes. On a une jeune clichoise qui était franchement en larmes. Parce qu'elle a dit, je pensais jamais revoir ces marches de ma vie. Et là, elle dit maintenant qu'ils vont être intégrés dans ce bâtiment. Elle viendra tout le temps prendre un café pour pouvoir juste s'asseoir sur ces marches. Parce que sa grand-mère, elle a marché, sa mère, elle a marché, elle a marché, ses enfants ont marché sur ces marches. Et là, pour nous, c'est une grande victoire. C'est ça, l'idée de se dire aussi, de consulter et de prendre le temps, c'est de faire les choses à l'échelle humaine, quoi. C'est vrai que c'est un grand bâtiment, mais c'est important de le faire à l'échelle humaine et de prendre son temps de faire les choses. Justement, prendre le temps, on en parlait. Aminata, la question là qu'on entend, c'est comment s'approprier en fait un lieu qui va arriver ici, un lieu ambitieux. Comment est-ce que les Clichois peuvent se l'approprier ? Est-ce que vous pensez qu'ils vont le faire ? Moi, j'ai beaucoup d'ambition pour les Clichois. Moi, je pense que bien souvent, justement, on pense à la place des gens par rapport à des présupposés. C'est-à-dire qu'on se dit, ce type de personne n'est pas forcément intéressé par la culture. Ce type de personne n'est pas forcément intéressé par la mémoire, par l'histoire, par la politique, par l'éducation, par la sécurité, par la propreté, etc. On se dit, en fait, on va hiérarchiser à la place des gens leurs besoins. On va hiérarchiser à la place des gens ce qu'ils veulent, des volontés. D'accord ? Et c'est en ça que, du coup, moi, j'apprends comment ça s'est passé et je suis très heureuse, hein, ça m'émeut un petit peu d'ailleurs, de savoir que les choses peuvent bien se faire et pour qu'elles se fassent bien, il faut avoir cette volonté d'impliquer des habitants. Il faut avoir cette volonté d'impliquer des habitants et arrêter de penser à leur place. Et arrêter de croire que, parce qu'on agit pour eux, et ça pour l'exemple du logement avec la cuisine ouverte, moi ça me fait sourire parce que ça me fait penser à nos mamans qui effectivement détestent les cuisines ouvertes. Et c'est une évidence. Mais il y a peut-être une nouvelle génération qui aime les cuisines ouvertes. Peut-être aussi. Mais c'est une anecdote qui dit beaucoup aussi. Hein. Non. C'est vrai. On ferme les cuisines. Mais c'est vrai qu'on a l'habitude aussi de penser que parce qu'on agit pour les gens, alors ils n'ont rien à demander. C'est-à-dire que soyez heureux, en fait. Contentez-vous de ce qu'on vous donne. Déjà, on vous donne. Non, en fait. Les administrés, le contrat social qui existe entre l'État et ses administrés, et j'insiste sur le mot administré et pas français,
avec les administrés, parce que, par exemple, une personne qui ne serait pas française et qui commettrait un crime en France, elle est soumise à la loi française. Donc, l'État a ce pacte social, a ce contrat social avec les administrés. Les administrés, eux, payent des impôts qui nourrissent le budget de l'État. Et l'État, en contrepartie, doit assurer sa sécurité et son bien-être économique et social. Alors, les impôts, on le sait tous, même si vous n'êtes pas imposable, vous payez la TVA. Et la TVA, c'est plus de 50% des impôts, des recettes pour l'État français. Donc à partir de ce moment-là, toute personne, même qui n'est pas française ou qui n'est pas forcément imposable, est légitime à demander à ce que l'État garantisse effectivement son bien-être économique et social et sa sécurité. Et ça passe par ça. Et qu'elle garde son mot à dire au passage. Parce que ce que vous disiez, c'est qu'on n'est pas sorti du paternalisme, en fait. Même si elle ne paye pas d'impôts, on doit lui garantir, voilà. Non, ça fait partie du triptyque républicain, fraternité, donc même égalité, les personnes qui ne sont pas imposables payent des impôts parce qu'elles payent la TVA. Tout le monde consomme. Oui. Et moi, je voudrais juste revenir sur effectivement avec Assez le Fond, on s'est créé de ça, c'est-à-dire redonner la parole aux habitants. C'est parce que pendant ces événements-là, on s'est vu déposséder quand même l'analyse et la lecture de ces événements-là il y a 20 ans, et notamment sur les plateaux de télévision, succédait un certain nombre de spécialistes, soi-disant, de la banlieue, et donc on a cru tout entendre que ces événements étaient dus au rap, à l'immigration, à la polygamie, et donc il était important pour nous de redonner la parole aux habitants, et c'est vraiment sur ces fondamentaux-là qu'on a créé au départ ce collectif-là, et de redonner aux habitants, et c'est pour ça que le cahier de doléances, c'était une illustration, voilà, une première action de ce qu'on voulait faire en redonnant la parole aux habitants, d'aller concerter les citoyens, et bien évidemment démontrer aussi qu'on était des Français à part entière et non entièrement à part, de par l'histoire aussi de ces cahiers de doléances qui font référence bien évidemment à la Révolution française et aux États généraux, et donc d'aller concerter les citoyens dans toute cette diversité en sillonnant les différents quartiers de France. Qu'est-ce qu'il en reste justement de ce grand moment d'histoire, les cahiers de doléances? Qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui? Est-ce que ça a donné quelque chose? Qu'est-ce que vous en diriez, Sved? Oui, enfin, votre question, elle me donne l'occasion justement de rebondir sur ce que viennent de dire Khadija et Aminata, puis bien sûr aussi, du côté de Mehdi. Parce que ce qui est montré, c'est que, contrairement à ce qu'on croit et dit quelquefois, à Clichy-sous-Bois et dans bien sûr d'autres quartiers, ce ne sont pas des déserts culturels. Là, il y a quelque chose qui émane des habitants. Moi, je l'ai vu en travaillant avec les jeunes ces dernières années, c'est-à-dire que ils font de la musique, ils font de la danse, ils font bien sûr du rap, etc. Et il y a tout un appétit d'être reconnus dans leur production culturelle. Donc ce ne sont pas des déserts culturels. Et ce ne sont pas, surtout, au fond, des déserts politiques. C'est-à-dire que là, moi, ce qui me semble important pour répondre à votre question, c'est que comme dans la démarche d'Assez le Feu pour les cahiers de doléances, on fait partir les besoins, les demandes, les propositions aussi des gens. De ce qu'ils ont à dire au sujet de leur logement, de leur emploi, de la précarité, des discriminations, etc. Et là, on le voit bien à travers ce que vous avez dit. Donc je crois qu'il y a une sorte de prolongement de ce qui a été fait autour et à partir des cahiers de doléances du point de vue d'une démarche citoyenne, ou comme le disait aussi Mehdi, où on part de l'application de la devise républicaine, liberté, égalité, fraternité, puis on dit, voilà, comment est-ce que dans notre ville, on peut être conscient et acteur de la mise en place de liberté, égalité. Alors justement, vous avez beaucoup travaillé avec les jeunes. Quel écho chez les jeunes quand vous leur transmettez, quand vous essayez de leur transmettre ce moment d'histoire-là? Alors, en fait, ce sur quoi j'ai travaillé avec eux, c'est justement sur le fait que
l'histoire de 2005, comme l'a dit Mehdi tout à l'heure, qui est assez mal connue d'eux, parce que même ils sont capables de spontanément de dire émeute. Ils savent qu'un cessez-le-feu à peu près a été créé là, à ce moment-là, mais ils ne le savent pas. Donc, ce que nous avons fait ensemble, c'est que nous avons élargi à d'autres luttes, à d'autres moments dans l'histoire, en remontant par exemple, aux luttes, à l'histoire de leurs grands-parents ou de leurs parents, lutte contre des formes de colonisation, lutte pour des libérations nationales, et puis lutte pour les droits. On l'a très bien vu en travaillant en 2023 sur l'anniversaire de la marche pour l'égalité et contre le racisme de 1983. Donc, dont vous considérez les héritiers aujourd'hui par votre mouvement? Absolument. Vous avez commencé le plateau en parlant de l'histoire. Donc, ce que le 2005 était ancré dans l'histoire, et bien évidemment, voilà. Mais il était important aussi dans le travail qu'on fait avec la jeunesse et puis les moins jeunes peut-être aussi, que cette histoire elle commence pas en 2005 en fait. Elle commence bien évidemment bien avant. Alors on prend celle qui a fait le plus de bruit juste avant 2005, c'est celle de 83 avec la marche pour l'égalité et contre le racisme. Et donc c'est important de relier les deux parce que notamment sur l'accès aux droits, on voit qu'il y a beaucoup d'acquis sociaux qui ont été acquis en fait pour après des luttes, bien évidemment. Moi je pense à la suppression de la double peine qui aujourd'hui est remise en cause dans tout le travail de refonte des fondamentaux des lois judiciaires et aussi à l'acquisition de la carte des 10 ans. Voilà, pour un certain nombre de nos parents, ça a été un soulagement pour nous aujourd'hui. On voit ça comme voilà, mais ici on est là aujourd'hui. Si cette jeunesse est là aujourd'hui, c'est parce que bien avant il y a eu des gens qui se sont battus et donc c'est important de transmettre aussi cette mémoire-là, mais aussi ce combat qui malheureusement va durer dans le temps. On va pas se mentir. On voit aujourd'hui les extrêmes qui ne cessent d'augmenter, et notamment l'extrême droite, donc qui remettent en cause tous ces acquis-là. Donc il est important aujourd'hui que cette jeunesse, c'est en connaissant son histoire qu'on peut continuer aujourd'hui à militer aussi honorablement et de manière citoyenne. Donc c'est vraiment important pour nous et c'est comme ça aussi qu'à travers cette jeunesse qui souvent, mais c'est pas que cette jeunesse, je suis pas très vieux non plus, mais très souvent aussi il y a cette cette schizophrénie parce qu'aussi on est à chaque fois renvoyé à nos origines, renvoyé à notre identité et donc du coup cette appartenance à la République a des remises aussi en cause, on le voit très souvent et donc très sereinement on peut aussi aborder ce rapport à la République et ce rapport à l'appartenance au pays à travers cette histoire de France parce que c'est l'histoire de France aussi, elle n'est malheureusement pas toujours valorisée dans l'école républicaine, mais voilà, donc il est important que des associations comme les nôtres ou des villes comme les nôtres mettent en valeur cette histoire-là et c'est important et du coup ça peut aider aussi à cette jeunesse de se réconcilier avec la République et de se ressentir un Français à part entière et malgré les discours les discours qui peuvent être portés par des extrêmes ou une certaine classe politique. Est-ce que tous les changements qu'on voit autour de nous ont contribué à peut-être apaiser? Est-ce que la jeunesse aujourd'hui a un rapport plus apaisé aux institutions? C'est une bonne question. Déjà, c'est une question qu'on peut se poser à l'échelle nationale. Est-ce que la jeunesse, elle a un rapport apaisé avec les institutions? Est-ce que les Français, de manière générale... on le disait, nous, pendant les cahiers de doléances, sur les cahiers de doléances, en tout cas, vous disiez, oui, est-ce que c'est toujours d'actualité? C'est toujours d'actualité. Moi, je pourrais ressortir le cahier de doléances, j'en ai pas ramené un exemplaire, mais aujourd'hui, c'est complètement ça. Et sauf que les messages qu'on disait à l'époque, même si nous, on n'est pas été à la rencontre du citoyen uniquement dans les quartiers populaires, c'est qu'aujourd'hui, on l'a dit, si ce qui se passe en banlieue, dans les banlieues françaises, si c'est pas traité, demain, il y aura l'effet de boule de neige et voilà. Et on l'a vu avec les gilets jaunes et on l'a vu aujourd'hui. On travaille, nous, on n'oppose pas les territoires ruraux aux territoires urbains. Bien au contraire, on essaie de faire des rapprochements, on fait des passerelles, notamment à travers la coordination Passons-nous, il y a des quartiers aussi en zone rurale, les convergences de lutte également. Et on voit qu'à l'échelle nationale, même on en reparlera peut-être tout à l'heure, mais la relation avec l'institution ou la relation avec la police, par exemple, aujourd'hui, elle ne s'arrête pas aux
au territoire de banlieue ou à la population de banlieue. Aujourd'hui, le lien de confiance envers le politique est complètement rompu. Pareil avec la police parfois, même si on a plus peur aujourd'hui, même si on connaît le travail qu'ils peuvent faire, mais voilà, un certain nombre de citoyens aujourd'hui a peur de sa police. Et donc tout ça, c'est parce que c'est inscrit dans un contexte de tension et on fait pas ce qu'il faut pour apaiser les choses. Donc l'arrivée de ce type d'infrastructure, je pense que ça peut y participer. Il faut aussi faire beaucoup de pédagogie. Mais est-ce que c'est suffisant? Je ne pense pas. Voilà, encore une fois, il suffit pas juste de construire des beaux bâtiments pour que les choses s'apaisent et de se dire il faut vraiment travailler de manière parallèle sur différentes institutions. Et des fois, c'est pas toujours une question d'argent. C'est une question de bonne volonté, de pédagogie encore. Il faut pouvoir apaiser. Je reviens en arrière, mais parce que moi, c'est ce qui m'a marqué aussi et ce qui m'a poussé aussi à m'engager, c'est qu'il a fallu attendre 3 semaines de violence en 2005, 3 semaines vous l'avez dit, plus de 330 villes, quartiers en France qui ont brûlé pour avoir une parole politique qui apaise les choses. Le président de la République de l'époque, Jacques Chirac, a pris la parole 3 semaines après pour dire que les enfants, pour avoir un message à destination de ces jeunes-là. Et alors, est-ce que c'est ça qui a complètement apaisé les choses? Mais en tout cas, s'il y avait participé, les choses se sont calmées après. Au même moment, il y a eu l'état d'urgence. 3 semaines... Je pense que ça a contribué aussi. Pardon? Au même moment, il y a eu l'état d'urgence qui a été décrété. Oui, mais l'état d'urgence, ça s'est fait quelques jours avant, quand même. Et justement, moi, c'est ce qui m'a marqué aussi, parce que, du coup, c'est ce qui a alimenté aussi mon engagement, parce que c'est la réponse de traitement envers pour ces événements-là, décréter l'état d'urgence qu'on n'avait pas refait depuis la guerre d'Algérie. Même en 68, on n'avait pas décrété l'état d'urgence. Donc, moi, c'est ce qui m'a profondément marqué, ce qui a aussi alimenté mon engagement aujourd'hui, parce que c'est dire la réponse. Encore une fois qu'elle était sécuritaire, en fait, on va traiter encore ces populations-là avec des outils constitutionnels comme l'état d'urgence, ce qu'on n'avait pas encore et qui renvoie à des années noires quand même de cette République. Voilà. Mais c'est important de le savoir aussi parce que du coup, ça aide aussi à l'apaisement et aussi à se former. Mais on sent que c'est encore très vif chez vous. Absolument, moi je le vis encore viscéralement, mais voilà, c'est. Je vais rebondir sur ce que dit Mehdi là. C'est-à-dire que ce qu'on a constaté aussi, c'est que s'il n'y a pas explicitement d'attitude vis-à-vis des institutions, implicitement, on voit des formes d'engagement qui se développent et qui partent justement du pouvoir d'agir des jeunes, qui vont créer des petites associations, par exemple, pour faire des maraudes, pour aller dans d'autres quartiers, pour aider d'autres dont ils pensent qu'il faut aussi, justement, avec lesquels il faut être solidaire. Bon, il y a cela. Il y a les jeunes qui se sont engagés aussi, plus politiquement, je dirais, pour se présenter sur des listes dans des campagnes aux élections municipales. Donc là, il y a toute une série de choses. On la voit dans le livre Le pouvoir des mots, un jeune de quartier dont vous avez parlé tout à l'heure au début, on l'a détaillé. Et pour moi, c'est extrêmement important parce que s'il y a une méfiance vis-à-vis des institutions au niveau national et aussi, bien sûr, au niveau régional ou communal, il y a des formes d'action au niveau des jeunes qui partent d'eux-mêmes et qui me semblent extrêmement importantes, justement. Une forme de politique par le bas. Moi, je vais juste rebondir un peu sur autre chose parce que j'ai appris il y a quelques mois l'histoire un peu de Clichy, donc avec le projet. Et ce qui est intéressant, c'est que Clichy-sous-Bois n'était pas destiné à être ce qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire abandonnée, etc. C'était au contraire, c'était une ville qui était plutôt pour les bourgeois, ou en tout cas des gens qui sont assez aisés. On le retrouve naturellement dans le Chêne Pointu avec ses grandes hauteurs et au niveau aussi des matériaux de construction. Donc tous ces centres commerciaux, etc. On avait aussi la Tour Trio qu'on a vite oublié parce que elle a jamais pu se remplir, mais c'était aussi une des conséquences pour justement offrir un cadre de vie plutôt agréable, mais parce que derrière il y avait des promesses d'autoroutes, etc. Oui, qui n'est jamais venu, et malheureusement donc ça s'est petit à petit déserté, ça a été abandonné, ça a été repeuplé par des arrivées et on voit que ça correspond pas forcément à ceux qui vivaient là auparavant.
Et on voit l'abandon, il est là. Moi, je comprends que je me dis, mais en fait, c'est pas un manque de, enfin, c'est vraiment un manque de volonté et c'est pas un manque d'argent ou se dire, en fait, on sait pas comment faire. En fait, on sait très bien comment faire, mais pas avec la population qui vit aujourd'hui ici à Clichy-sous-Bois. Et nous, quand on vit là-dedans et qu'on comprend ça, on a un regard un peu, un peu inquiétant et un peu bizarre sur ce qui se passe. Et honnêtement, moi, je suis un peu entre les deux en me disant, mais voilà, parce que c'est moi, du coup, parce que c'est nous, on nous prend pas, voilà, on n'est pas... L'intention, en tout cas, n'est pas là pour, justement, rendre la vie agréable. On fait vite, comme si on savait plus faire. Et en fait, si, on sait faire. C'est juste qu'on veut pas faire. Après, votre exemple... Oui, ça, c'est justement... Là, c'est plutôt exemple, je parlais exemplaire là-dessus. Avant 2005, quoi. Pour toutes ces constructions, toutes ces choses qui sont mises en place. Pour revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure, vous parliez des institutions, vous avez abordé un peu le thème de la police. Je pense que ça va être difficile d'y couper dans le cadre de ce débat. On se demandait s'il y avait eu un apaisement dans le rapport aux institutions. Khadija, peut-être sur ce sujet, quelle est votre perception aujourd'hui de cette présence policière qui est assez nouvelle? Parce qu'on sait que le premier commissariat est arrivé en 2012. C'était une réponse à 2005 en plus. Qui était une réponse à 2005. Voilà, c'est dire tardive. Encore une fois, même si effectivement c'était un besoin du territoire, mais c'est dire encore une fois, voilà, quelle a été la réponse du gouvernement de l'époque à répondre les réponses à ces événements, l'arrivée d'un commissariat. Même si effectivement c'est une bonne chose et que c'est un service public comme un autre, on en avait besoin. Mais était-ce la priorité? Voilà, on peut se poser la question en tout cas à l'époque. Et alors maintenant qu'on a un peu de recul, 2012-2025, quel apport en fait de ce commissariat en plein cœur de Clichy-sous-Bois, qui d'ailleurs a une architecture assez spéciale. Tout à fait, absolument, c'est ce que j'allais dire. En plus, voilà, mais si je peux me permettre de répondre, parce que on pose la question des relations police-population et peut-être police-jeunes. Moi, je tiens encore à dire encore une fois, parce que c'est aussi toute la stigmatisation qui est posée à chaque fois. On est contre la police, on est anti-police, etc. Pas du tout. On est pour une police républicaine, qui respecte. On sait qu'il y a une minorité qui nuit à une majorité au sein de la police, mais comme une minorité nuit à une majorité des jeunes, et on veut mettre tout le monde dans le même sac. Donc il s'agit pas du tout. Nous, on essaye de travailler, et quand je dis nous, que ce soit autant la ville, mais que le tissu associatif, et avec Assez le Feu, notamment avec le commissariat. On a eu des commissariats, depuis l'ouverture du commissariat, des commissaires qui étaient vraiment extraordinaires, qui ont vraiment travaillé à l'ouverture. Malheureusement, ils sont confrontés à un certain plafond, parce qu'ils peuvent pas aller plus loin. Ils ont pas, c'est le commandement, au niveau de la préfecture, mais du ministère de l'Intérieur, ne les autorise pas à aller plus loin, malheureusement. Et donc, on voit très bien, ça pose la question du débat aussi sur la police de proximité, etc. On peut y revenir, mais les relations... Je pense que c'est important d'en parler de ça, justement, parce que la police de proximité, donc, elle disparaît en 2003, sur impulsion de Nicolas Sarkozy. Violemment, en plus, dans un contexte quand même violent. Qui considère que les policiers ne sont pas là pour jouer au foot avec les jeunes. Et finalement, elle revient un peu par la fenêtre, là, ici, puisque il y a en fait une patrouille spéciale au commissariat de Clichy-sous-Bois qui est en charge, justement, de ce contact avec la population. Je ne me trompe pas. Oui, en fait, il y a un médiateur, en fait, je ne sais plus quel est son intitulé exact, mais c'est pas des policiers à proprement dit. Effectivement, c'est un personnel, un agent qui est mis en place pour dialoguer, et puis pour service de médiateur, et pour favoriser le lien entre les institutions et la population et les acteurs aussi associatifs. Donc ça, c'est une bonne chose, mais ce ne sont pas les policiers à proprement dire. On ne peut pas comparer ça à la police de proximité des années 2000. En revanche, c'est de la volonté déjà d'un commissaire, mais encore une fois, c'est systémique, et la révolution doit se faire par ce chemin-là, en fait. Et donc, encore une fois, c'est pour ça que effectivement, c'est pas toujours une question d'argent, c'est une question de volonté politique. Et on l'a vu, les ministres de l'Intérieur qui se sont succédés, on avait aussi un agenda très politique, et on sait très bien que ça sert à ça aussi, et c'est au détriment de ces relations-là. Donc moi je considère que la relation police-population sur notre territoire, elle est pas
bon, c'est un peu comme tous les autres villes. On n'a pas, voilà, je crois qu'on y a depuis 2005, on n'a pas revécu les mêmes moments. En revanche, elle est compliquée. Elle est compliquée parce qu'il y a pas de confiance, il y a plus de confiance. Est-ce que c'est que les jeunes? D'ailleurs, je suis pas certain. Les interpellations, voilà, on peut se poser encore une fois la question sur les contrôles abusifs qui se répètent envers les mêmes jeunes. Voilà, donc tout ça, c'est toujours d'actualité. C'est vrai qu'on parle. Vous avez eu l'occasion aussi de venir à l'un de nos ateliers parce que voilà, vous avez pu sentir comment cette question-là était vive auprès des jeunes et puis des fois contrastée aussi parce que tous les jeunes n'ont pas le même regard. En revanche, voilà, je crois que ce lien de confiance aujourd'hui, il est malheureusement rompu et ça s'arrête pas que à Clichy-sous-Bois, mais au-delà et même dans les zones rurales, cette relation police-population est devenue très compliquée et je pense que voilà, aujourd'hui, c'est juste parce que c'est un manque de volonté et ça se décrète pas de toute façon comme tout lien de confiance. C'est quelque chose qu'il faut rebâtir. Voilà, il faut faire confiance aux agents de police, aux commissaires qui sont dans cette volonté-là pour qu'ils puissent gagner cette victoire, pour que ça puisse se généraliser. Aminata, vous pensez qu'une explosion comme en 2005 serait envisageable aussi aujourd'hui? Qu'est-ce que vous percevez dans la ville? Alors, moi, déjà, il y a plusieurs choses que je vais dire. Premièrement, effectivement, on a passé 20 ans, ces 20 dernières années, parce qu'on parle de 2005, à casser les murs, à bâtir de nouveaux bâtiments, de nouveaux quartiers, etc., les faire plus jolis, etc. C'est très bien. Je pense maintenant qu'il s'agit de restaurer et de rebâtir la confiance entre les institutions et les administrés. D'accord ? Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, sur le rapport police-citoyen, jeune d'ailleurs. Alors moi, étant donné que je suis une femme, je n'ai pas le même rapport à la police qu'une personne, que mes frères, tout simplement, que mes frères ou que des cousins, des voisins, etc. Je ne peux pas, en toute honnêteté, dire que ça s'est bien passé par le passé et que ça se passe bien aujourd'hui. Parce que, même si je n'en suis pas victime directement de certains agissements individuels dans la police, je peux en être témoin. J'en ai été témoin à plusieurs reprises, ne serait-ce que pendant le confinement. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup je pense, de malhonnêteté intellectuelle quand on traite de ces questions de sécurité. De un, il y a effectivement dans la police des personnes individuelles, des individualités qui agissent mal, en dehors de tout ordre juridique, en dehors de toutes leurs prérogatives, leurs compétences, etc. Ça existe, c'est quelque chose dont il faut discuter, si on veut être honnête, si on veut que les choses se passent bien. Deuxièmement, les populations qui vivent dans certains quartiers en périphérie, que ce soit dans les banlieues ou alors même à la campagne, ne sont pas opposées aux forces de l'ordre. Au contraire, moi je suis très contente d'avoir un commissariat, même si, troisièmement, on se rend bien compte par l'architecture du commissariat que l'avis n'a pas été demandé aux habitants sur... Oui. Tu valides pas l'architecture. Oui, non, c'est l'extérieur, vous vérifiez, vous vérifierez, c'est pas anodin, ressemble à de la rouille. Oui. On a l'impression que c'est rouillé. C'est bunkerisé. Exactement. Mais par les architectes, mais bon. De manière globale, il s'agit de restaurer la confiance entre les habitants et la police. La police qui est d'ailleurs bien accueillie, parce que c'est quand même agréable de savoir qu'on a juste à 2 pas la police, le commissariat pour faire effectuer ces démarches. Ça, c'est normal. Tout le monde a besoin aussi de se sentir en sécurité. Ça, c'est parfaitement normal. Je disais ici encore plus qu'ailleurs. Oui, tout à fait. Et oui, et c'est d'ailleurs un autre point que j'aimerais ajouter, c'est que, c'est quelque chose que je disais, c'est une chose que je disais précédemment, mais c'est que là où il y a plus de besoins, on a besoin de plus d'État. On n'a pas besoin de moins. On a besoin de plus d'État, on a besoin que ça soit mieux fait aussi. On a besoin de plus de coordination. On a besoin de plus de communication. On a besoin de plus de confiance. On a besoin d'instaurer des rapports de paix. Et la paix repose sur 2 éléments, 2 piliers essentiels, à savoir la justice et la vérité. Donc, il faut savoir se dire les vérités, d'un sens comme dans un autre. Il faut savoir se dire les vérités et il faut savoir être juste. Sinon, il n'y a pas de paix. Donc ça, c'est vrai que le rapport entre la police et les jeunes, moi, personnellement, je ne l'ai pas vécu, mais j'en ai été témoin et c'était pas joli. C'était pas joli et ça déshonore. Moi qui d'ailleurs...
professionnellement parlant, j'enseigne sur les connaissances institutionnelles, justement, sur la culture générale, etc., sur un petit peu l'histoire de la République, sur le rôle de l'État, les prérogatives de l'État, etc. Je trouve que, pour certaines parties de la classe politique notamment, qui prétendent défendre l'institution policière, je trouve qu'ils font un déshonneur à l'institution elle-même en cachant des vérités, en tordant des vérités, parce qu'il s'agit plus aujourd'hui d'avoir des postures, dans un sens comme dans un autre. Il s'agit plus d'avoir des postures que de régler les problèmes. Et ça, c'est quelque chose. Je pense que, bon, toute la classe politique est concernée. Et malheureusement, on provoque plus de torts qu'on provoque de solutions, de rapports pacifiés, etc. Et ça, c'est bien dommage. Et c'est pas plus d'État, mais je dirais plus d'État pour rattraper les inégalités territoriales. Ah oui, parce carrément. Que c'est pas voilà, parce que très souvent on dit oui, mais on en donne trop, toujours pour les mêmes, etc. Et on oppose les territoires, on oppose les populations, mais c'est parce que aussi il y a un retard considérable encore aujourd'hui, 20 ans après ou 40 ans après les premières mesures de politique de la ville qui ont été mises en place. D'ailleurs, on pourrait s'interroger encore sur ça, mais c'est voilà, je voudrais juste souligner ce point. C'est plus d'État pour rattraper les inégalités territoriales qui sont aujourd'hui encore persistantes, et on le voit d'une ville à une autre d'ailleurs, notamment par exemple sur l'éducation, où on peut avoir des établissements ici qui sont dont les professeurs ne sont pas remplacés après des mois et des mois, et alors que la ville à côté ou le département à côté, on voit, et pourtant c'est le même ministère de l'Éducation. Donc voilà, c'est plus d'État pour pouvoir rattraper les inégalités territoriales qui sont aujourd'hui. Voilà, on part pas du même point, on part pas du même point de départ, et donc voilà, c'est juste ça. Mais j'ai bien compris que tu voulais dire ça. J'aimerais bien aussi. Rebondir aussi sur ce que tu viens de dire, parce que c'est intéressant. Sur la question même du chômage, quand on regarde les chiffres du chômage, aujourd'hui on est à 7%, il y a à peu près 10 ans on était à 12%. Les chiffres du chômage ont aussi diminué en banlieue, mais en corrélation, ça a moins diminué en banlieue que dans la moyenne, sur le reste de la moyenne nationale, quoi. Donc ça veut dire aussi quelque chose. Ça veut dire qu'il faut peut-être mieux penser les politiques publiques, de l'emploi, de l'éducation, de la sécurité, de la culture, etc. Et lutter contre les discriminations aussi, peut-être, parce que c'était une revendication des cahiers de doléances dans les premières revendications. Pour qu'il y ait plus d'impact dans ces quartiers. Oui, mais la discrimination, c'est général. Après, après les discriminations. Géographiques, et voilà, et on l'a vu pendant le Covid aussi, les premières victimes, les taux de première tension, on l'a vu sur la précarité, les files d'attente, des images, encore une fois, qui sont dignes de pays en voie de développement et pas de la 6e puissance économique, peut-être maintenant 7e, mais on reste encore, c'est pas digne, et des gens qui font la queue, et puis les premières victimes aussi, sanitairement parlant, là on voit aussi que les premières, les malades, les premières personnes à disparaître, c'était dans ces territoires-là, malheureusement. Alors j'en viens à ma première question, la première que j'avais posée. Est-ce que Clichy-sous-Bois est sorti de l'urgence ? Khadija, rapidement. Je pense que c'est en cours. C'est pas totalement, parce qu'il y a toujours des inégalités, il y a toujours des problèmes liés au niveau des comment on appelle ça, des services publics qui disparaissent. Il y a pas mal de choses, donc elle n'est pas encore sortie pour moi de l'urgence, parce qu'il y a encore des manquements dans le territoire, mais on peut saluer quand même le côté positif, c'est que ça évolue, ça change. Mais voilà, ça va prendre du temps, et c'est tout à fait normal que ça prenne aussi du temps. C'est juste qu'il va falloir trouver les mots et les choses pour que les personnes puissent se sentir en tout cas mieux, et se sentir pas comme il y a 20 ans ou il y a 40 ou 50 ans, quoi. Hélène, là-dessus, quel regard vous portez ? Est-ce que la ville sort de l'urgence, ou est-ce que vous voyez encore... Alors, moi, il me semble en tout cas qu'il y a une dynamique, effectivement, qui est visible dans la ville, soit sur le plan urbain, comme on l'a dit, sur le plan associatif aussi, c'est une vitalité qui est importante. Il me semble qu'il y a en tout cas quelque chose peut-être qui reste, c'est la question à compléter, c'est la question de la représentation. La représentation des habitants comme citoyens. Quelle que soit leur nationalité. Quand on entend citoyen, là, on entend comme des gens qui sont actifs, informés, réfléchis, et qui veulent transformer leur vie, leur ville, etc. Donc là,
moi, j'ai beaucoup apprécié la démarche première d'Assez-le-Feu, qui a présenté donc des candidats aux élections municipales en 2008 sous le nom d'Affirmation, de façon à ce que il y a la distinction entre Assez-le-Feu d'un côté et ces candidats Affirmation d'autre part, et ceci grâce à une première ouverture qui avait été faite par le maire de l'époque, qui était Claude Dillin, qui avait une vraie écoute à ce qui s'était passé en 2005. Bon, et là, que les choses puissent continuer et s'amplifier, il me semble que c'est encore un défi, un enjeu qui reste aujourd'hui, qui a été il y a eu des premières tentatives qui ont été continuées, mais il me semble que là, il y a encore quelque chose qui est important à reprendre et à amplifier. Sur la sortie de l'urgence ? L'urgence, je peux pas poser ce terme dans sa globalité. Ça dépend de quoi on parle. Bien évidemment, sur des aspects, ça a évolué. On n'y est pas encore. Et encore, comme on gagne des victoires, ce sont des petites victoires qu'il faut conserver parce qu'elles sont remises en cause constamment. On n'est pas dans une ville très, très riche. On reste sous perfusion de l'État encore, des dotations publiques. Demain, voilà, on sait qu'on est menacé si l'extrême droite arrive au pouvoir parce qu'elle remet en cause tout ça. Et pas que l'extrême droite, parce qu'aujourd'hui, aussi une situation financière qui est compliquée. Donc moi j'ai très très peur pour l'avenir de ma ville, mais très peur aussi pour l'avenir de mon pays. Je suis comme beaucoup de Français, je suis un peu perdu. Ça me donne envie d'encore plus de me battre. Je suis pas résilié. Mais du coup sortir de l'urgence, non, on y est encore, je pense globalement. Et les victoires qu'on a gagnées, il faut vraiment tout faire pour les conserver et continuer à se battre sans opposer les territoires et les acteurs. Le mot de la fin pour vous, Aminata. Alors, moi, je pense faire confiance à notre jeunesse aussi. Oui. Voilà, c'est sûr. Je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. Je dirais qu'on ne sommes pas sortis de l'urgence, loin de là. Je pense que l'architecture, le patrimoine qui évolue, qui s'adapte aux nouveaux besoins, non, c'était des besoins qui existaient déjà avant, c'est bien, mais il faut reconstruire aussi le lien entre les citoyens et les institutions. Ça, c'est très important. Et je pense aussi que de manière générale, il y a une certaine morosité en France, et que cette morosité qui existait déjà dans certains quartiers du fait de la situation sociale, c'est peut-être même aggravé. C'est-à-dire que si de manière générale on constate que l'horizon des possibles est assez limité, eh bien ajouter à cela la discrimination à l'adresse ethnique, tout ce que vous voulez, ajouter à cela le fait que vous n'ayez pas le capital social, économique, culturel, etc. Tout ça combiné, ça peut créer une sorte de désespoir finalement. Et même dans ce désespoir, parce que je dis que j'ai beaucoup d'ambition pour les personnes, les Clichéois, les habitants des villes, des périphéries, que ce soit en Île-de-France ou même à la campagne, c'est que les gens se sont quand même débrouillés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'issue sur ce côté-là, alors je vais peut-être me tourner vers une autre voie. Et l'autre voie, c'est l'entrepreneuriat. Et je pense qu'à partir du moment où on sait que on n'est pas inscrit dans un contexte où l'emploi est très dynamique. On doit savoir accompagner les entrepreneurs des quartiers. On doit savoir les mettre en avant. Il y a des personnes qui disent que la France regorge de talents, que ce soit sur le plan social, culturel, économique, etc., etc. Je pense que la banlieue aussi regorge de talents qui ne sont pas exploités. Et ça, toutes les études empiriques, économiques, vraiment, la littérature économique, elle est très riche en ce sens. Et elle dit, mais la discrimination, le fait de ne pas s'occuper de tout le monde, le fait de ne pas investir assez dans l'éducation, dans les infrastructures, etc., ça pénalise économiquement le pays. Et donc, moi, je me dis, mais c'est effarant de constater que, finalement, ce n'est pas logique, ça ne va pas de soi, pour tout le monde, de penser à s'occuper de toute la population. Et du coup, je suis d'accord. Certes, il y a eu des millions qui ont été alignés pour les banlieues, mais c'est parce qu'il s'agit du fait de rattraper un retard. Et maintenant qu'on essaie de rattraper le retard, en fait, on l'accumule parce qu'il y a des choses qui sont à faire déjà aujourd'hui pour demain.
Voilà. Je retiens dans ce que vous dites quand même la note d'espoir sur l'entrepreneuriat, si vous voulez bien, pour le mot de la fin. C'est terminé pour aujourd'hui. Merci à tous pour ces échanges riches. Merci. Et puis à très bientôt sur France 24.